À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est qu'à un abonné des 100 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Bon, le Royal Rumble 2026. Je viens de l'avoir visionné et ce show était totalement atroce. Et c'est probablement le pire pay-per-view Royal Rumble de tous les temps. Le show a pris place le 31 janvier 2026 à Riyad en Arabie Saoudite, dans un stadium qui a été fait pour l'occasion, dans un parking, face à 25 000 personnes. 25 000 personnes, c'est ce qu'on pense, mais en voyant la gueule de l'arène et les places qui ont l'air vides, il y a de quoi faire douter certaines personnes, hein. Mais bref, on est là que pour parler du Royal Rumble, donc je vais parler des deux matchs qui sont arrivés, qui ne sont pas des Royal Rumble, en vite fait. Donc du coup, le premier match, c'est du coup Drew McIntyre qui bat Sami Zayn pour le championnat disputé de la WWE. Dieu merci. Personne ne voulait voir Sami Zayn, bon, à part les gens d'Internet, en tant que champion du monde de la WWE, hein. Et tant mieux que Drew McIntyre ait battu Sami Zayn, parce que Sami Zayn n'est pas un bon babyface, fondamentalement. Je vais pas encore rentrer là-dedans parce que je l'ai parfaitement dit dans ma preview du Royal Rumble. Et aussi dans l'autre vidéo que j'ai faite pour parler de la manière dont un babyface est censé fonctionner dans l'ère moderne. Du coup, Drew McIntyre conserve le titre et il va sans doute perdre le titre face à Cody Rhodes à Elimination Chamber. Un truc comme ça. Il y aura sans doute un triple threat entre lui, Cody Rhodes et Jacob Fatu, et Cody Rhodes va gagner le match en tournant heel. Et vous allez le voir pourquoi je dis ça plus tard dans la soirée. Le second match de la soirée qui n'était pas un Royal Rumble, c'était aussi Gunther contre AJ Styles, avec AJ Styles qui met sa carrière en jeu. Et Gunther a bien sûr battu AJ Styles, comme je l'ai prédit dans ma preview. Et du coup, AJ Styles, voilà, hein, il se fait mettre à la retraite par Gunther. Bon, ce n'est pas vraiment le cas, parce que tous ces catcheurs que Gunther met à la retraite, c'est déjà des gens qu'ils avaient planifié de mettre fin à leur carrière, donc c'est pas vraiment quelque chose qui vient de nulle part comme Shawn Michaels contre Undertaker ou Ric Flair contre Shawn Michaels. Et ça a surtout pas le même impact parce qu'on sait tout savoir à l'avance, quoi. On sait savoir dans des podcasts que AJ Styles est dans son dernier contrat avec la WWE et qu'il va pas le renouveler ou un truc comme ça. Bref, ça gâche la magie, hein, à mon propre avis. Et ça rend le fait que Gunther soit le dernier adversaire de ces catcheurs moins impressionnant parce qu'ils vont déjà mettre fin à leur carrière. Donc voilà quoi. Et du coup, le match, il était mid et extrêmement long. J'ai vraiment pas aimé le match. Et dans un sens, j'en avais pas vraiment à foutre du match, hein, pour être honnête, hein. Je sais que c'est le dernier match d'AJ Styles, mais genre, ils ont réussi à le rendre inintéressant pour moi de le voir, en fait. J'étais en mode, ok, Gunther va battre AJ Styles, super. J'en ai rien à foutre, en fait. Parce que déjà, premièrement, la storyline, elle fait aucun sens. Dans le sens où AJ Styles a fait taper Gunther. Mais genre, c'est AJ Styles qui doit prouver sa valeur en mettant en jeu sa carrière face à Gunther. Et genre, en retour, s'il bat Gunther, genre, quoi? Qu'est-ce qu'il prouve, AJ Styles, en mettant en jeu sa carrière? Il a déjà fait taper Gunther. Bref, c'est déjà une logique assez merdique, là. Et secondo, Gunther n'est juste pas intéressant en tant qu'heal, en fait. Parce que le gars, il va, encore une fois, venir le round d'après en disant I made the pop AJ Styles like a bitch. Bref. Puis après, il y a le moment où AJ Styles, il tease de retirer ses gants, puis après, il les garde quand même. Il y a des idées que AJ Styles pourra aller à l'AEW. Ce serait intéressant, mais je pense pas que ça va arriver. Ou d'autres idées que AJ Styles pourrait catcher à la TNA. Ce serait aussi intéressant, mais je doute que ça peut arriver. Mais de ce que Triple H a dit à la fin du show, AJ Styles va juste devenir un producteur. Donc, il va travailler backstage à la WWE. Donc, c'est vraiment un doigt d'honneur qu'ils ont mis à la carrière d'AJ Styles de la terminer de cette manière, quand même, hein. Bref, qu'est-ce que tu veux que je dise? Gunther va aller pour mettre fin à la carrière de Brock Lesnar, puis mettre fin à la carrière de Chris Jericho s'il arrive, puis mettre fin à la carrière de Undertaker, vu à quel point Undertaker a envie de remettre les bottes pour revenir dans le ring et affronter Gunther, hein. Bon, voilà quoi. Je pense juste que tout ça c'est une perte de temps. Genre, consacrer autant d'énergie pour essayer de mettre en avant Gunther, alors que genre ça fonctionne juste pas en fait. Genre c'est l'équivalent de genre t'as Steve Blackman et il met fin à la carrière de The Rock et Stone Cold dans la même année, en fait. Genre, c'est absurde.
Et bien sûr, Steve Blackman, il est meilleur que Gunther par le simple fait qu'il est en meilleure shape et beaucoup plus crédible, hein, mais bref, voilà quoi. Maintenant, on vient au Royal Rumble féminin. Et le Royal Rumble féminin, il était atroce au début et descend à la fin. Donc du coup, premièrement, la première personne qui fait son arrivée dans le ring, c'est Charlotte Flair. Et la deuxième personne qui la confronte, c'est Alexa Bliss. Et genre, ça crée une petite tension du fait qu'elles sont en équipe. Et du coup, elles se retrouvent face à face dans le Royal Rumble. Puis après, elles font un face-off en mode Rock Hogan, mais il n'y a aucune réaction du public saoudien. Parce que c'est pas Rock et Hogan, hein. Et elles font un teasing de oh, elles vont se frapper. Ah non, elles se frappent pas. Oh, elles vont s'éliminer. Ah non, elles s'éliminent pas. Bref. Et après, il y a la manageuse de Julia qui fait son arrivée. J'arrive jamais à retenir son nom, hein. Kiana James, putain. Voilà, elle fait son arrivée. Et elle se fait un peu poutrer par Alexa Bliss et Charlotte Flair, qui décident de faire équipe pour éliminer le reste des catcheuses qui vont arriver dans le ring. Donc voilà. Puis après, la quatrième qui fait son arrivée, c'est Nia Jax. Et Nia Jax, elle poutre à peu près tout le monde. Puis après, il y a Ivy Nile qui arrive, qui en a à foutre. Puis après, il y a Lola Vice qui arrive. Le public saoudien se réveille un peu. Puis après, elle commence à enchaîner des kicks sur tout le monde. Et par la suite, il y a Candice LeRae qui arrive, dont personne n'en a réellement à foutre. Et elle fait un face-off avec Nia Jax, vu qu'elles étaient un peu en alliance une année de cela. Mais elle se fait rapidement éliminer par Jordynne Grace, qui fait totalement le ménage quand elle arrive par la suite, en numéro 8. Du coup, elle élimine d'abord Lola Vice, puis elle élimine Candice LeRae, puis après elle élimine Ivy Nile. Et elle comptabilise 3 éliminations en moins de 30 secondes. Puis après, il y a une partie où Nia Jax et Alexa Bliss sont un peu dans la partie métallique du ring, bref. Et du coup, Charlotte Flair, elle big boot Nia Jax, si je me trompe pas. Et en faisant ça, Alexa Bliss, elle se fait aussi éliminer en même temps, mais genre c'est fait de manière accidentelle. Puis après, par la suite, il y a Becky Lynch qui arrive et qui commence à face-off avec Charlotte Flair. Bon, le public, il n'en a rien à foutre parce que bon, hein, les deux sont à des années-lumière du star power qu'elles avaient en 2018, donc voilà quoi. Puis après, en numéro 10, il y a Sol Ruka qui fait son arrivée dans le ring. Et elle était clairement l'MVP du Royal Rumble. D'ailleurs, en faisant son entrée, en arrivant dans le ring, elle fait un springboard 450 lariat sur genre 2 meufs. En voyant ça, je me suis dit, je ne veux même plus entendre la moindre personne qui me dise que Io Sky est la meilleure catcheuse de la planète. Io Sky n'est même pas la meilleure catcheuse du match. Parce que Io Sky est bonne dans le ring, je dis pas le contraire, mais elle n'est pas athlétique à ce point-là, soyons honnêtes. Hein. Genre, Sol Ruka, c'est littéralement un autre niveau, là. C'est littéralement un autre niveau. Mais bref, du coup, Roxanne Perez fait son entrée, qui en a à foutre. Puis après, il y a Maxine Dupri qui fait son entrée. Becky Lynch est en mode oh mon Dieu! Elle fait ses expressions comiques, jobeuses, bref. Maxine Dupri, elle reste pas longtemps vu qu'elle se fait éliminer par Becky Lynch. Et je pense que le push Maxine Dupri est terminé. Ce qui est bien vu que c'était une position qui lui convenait juste pas en fait. Ah ouais, j'avais oublié de dire que juste avant, Natalia, qui s'appelle maintenant Nati, a fait son entrée pour confronter Maxine Dupri juste avant, parce que Nati est celle qui l'a coûté son match revanche pour le championnat intercontinental, bref, qui en a à foutre. Et du coup, Becky Lynch tente d'éliminer Nati, mais elle se fait éliminer comme une jobbeuse par Nati en fait. Donc ça m'a surpris un peu, hein, vu que c'est quand même Becky Lynch, hein, celle qui a main eventé WrestleMania 35, qui se fait éliminer par un Nati qui n'a pas fait la moindre chose pertinente depuis littéralement une décennie. Donc je pensais que c'est AJ Lee qui allait venir dans le Royal Rumble match pour éliminer Becky Lynch. Mais AJ Lee n'est pas du tout venu dans le Royal Rumble match. Et pour être honnête, je ne suis pas contre ça, donc. Voilà, voilà. Puis après, il y a Liv Morgan qui fait son arrivée en numéro 14. Du coup, elle est aidée par Roxanne Perez, hein, qui est aussi dans le match. Puis après, il y a aussi l'arrivée de Lashley Jones qui a fait une très bonne performance dans le Royal Rumble. Et puis après ça, il y a totalement une période de vide où j'en ai littéralement rien à faire du match. Il y a Zelina qui fait son entrée en numéro 16, sous littéralement aucune réaction du public. Puis après, il y a Raquel Rodriguez qui fait son entrée en 17 et qui a logiquement rien à faire dans ce match, compte tenu du fait qu'elle a un match de championnat à Raw la semaine prochaine face à Stephanie Vaquer. Donc, pourquoi elle est dans le match? Et après, il y a Chelsea Green qui rapporte enfin quelque chose d'intéressant dans le match. Parce que tout ce que je voyais, en fait, c'était une compilation de meufs qui étaient habillées comme des Power Rangers et qui faisaient leur entrée et qui n'avaient aucune gimmick, en fait. Il y avait juste Sol Ruka qui était habillée comme Lita et du coup qui, à peu près, était intéressante parce qu'elle faisait des trucs intéressants dans le ring.
Mais le reste, c'était juste des meufs qui étaient habillées de la même manière et qui étaient totalement interchangeables. Donc voilà quoi. Chelsea Green est littéralement la seule catcheuse qui est venue pour divertir les gens. Et du coup, elle nous divertit parce que ce qui se passe en fait, c'est que genre il y a le Judgment Day qui se groupe à trois parce qu'elles n'aiment pas Chelsea Green et du coup elles veulent se débarrasser d'elle. Et ce qui se passe en fait, c'est que genre comment ça s'appelle encore? Kylie Ray, voilà, du Secret Service qui vient en aide à Chelsea Green et qui commence à tirer ses jambes. Mais genre vu que le Judgment Day ils sont à 3, mais elle tire en même temps Kylie Ray dans le ring et Raquel Rodriguez elle élimine Kylie Ray qui est même pas dans le match en fait. Il y a aussi un moment où ils ont essayé d'éliminer Chelsea Green, mais genre il y a Kylie Ray qui vient comme ça à quatre pattes à l'extérieur du ring pour que Chelsea Green mette ses pieds et qu'elle touche pas le sol. C'est des petits moments comme ça, hein, mais c'est ce qui fait pour qu'on ait un Royal Rumble intéressant sur la longueur en fait. Parce que juste avoir des meufs qui font des face-off, juste parce que, oh, elles ont une histoire derrière elles dans le circuit indépendant, on n'a jamais vu ces meufs s'affronter, bref, on en a rien à faire. C'est pas assez intéressant. Parce que ce qui suit après, c'est qu'il y a Julia qui arrive, et puis après il y a Yoskai qui arrive, puis après il y a Asuka qui arrive, et elles font ce face-off comme ça, des deux japonaises qui étaient... je sais même pas si elles ont été à Stardom les deux, bref. Enfin, je voulais dire les trois, mille excuses. Puis après, le truc qui m'a le plus perturbé, j'entends là d'un coup, numéro 22, This is my brutality! Puis après, il y a Tamina qui fait son entrée. Mais en fait, je réalise vite fait que c'était juste moi qui commençais à être tellement fatigué de ce match que je commençais à confondre tout le monde avec n'importe qui. Et ça me fait réfléchir que. Elle est où Tamina en fait d'ailleurs? Est-ce qu'elle est encore signée? Elle avait toujours ce spot dominant dans le Royal Rumble. Là, d'un coup, elle est juste plus là. Bon, bref. Du coup, Rhea Ripley se met en alliance avec Yoskai, prédictablement. Et d'ailleurs, le truc que Yoskai elle fait avec ses mains qu'elle picore sur sa tête, là, c'est littéralement attardé en fait. Genre, Mr. Review lui aussi il l'avait dit. Et il a 100% raison. Genre, c'est le genre de truc que genre Zorox, si à l'attitude des rats, il voyait ça, il serait en mode What in the blue hell are you doing? Ou si c'était le cas de Stone Cold, un stunner serait arrivé à la seconde. Mais bref. Du coup, il y a Bayley qui arrive en numéro 23. D'ailleurs, la gimmick de Bayley qui a une double personnalité est totalement jetée à la poubelle, hein, parce que c'est juste une autre meuf qui catch là maintenant. Elle est venue habillée en astronaute, comme j'ai l'impression dans toutes ses apparitions en Arabie Saoudite. Hein. Puis après, il y a JC Jane qui fait son arrivée en numéro 24, qui est la championne NXT si je me trompe pas. Ok. Puis après, en numéro 25, il y a Nikki Bella qui arrive avec une pop qui était probablement la plus grosse pop de la soirée. Hein. Juste après, il y a Lyra Valkyria qui vient. Le thème d'entrée de Lyra Valkyria, d'ailleurs, il est totalement attardé en fait. Genre son thème d'entrée, c'est c'est quoi ça en fait? Genre c'est juste quelque chose qui incite les gens à réagir en faisant wouh wouh comme des attardés en fait. Du coup, Lyra Valkyria, elle vient dans le ring pour s'associer avec Bayley qui en a à foutre. Et en numéro 27, il y a Kelani Jordan. Et je suis en mode putain, mais je pensais qu'il y aurait Blake Monroe. Pourquoi Kelani Jordan? Qui en a à foutre de Kelani Jordan? Je ne suis pas le booker. Mais du coup, Kelani Jordan, elle reste 9 minutes 22 dans le ring. C'est totalement anecdotique vu que c'est une autre meuf qui catch en fait. Et du coup, elle fait 0 élimination et se fait vite envoyer hors dehors du ring par JC Jane. Super, Triple H. Merci des surprises. Hein. Puis après, il y a Kairi Sen qui arrive en 28. Et ce qui va se passer avec Kairi Sen, c'est que elle va éliminer Asuka par inadvertance suite à avoir tenté de attaquer Yoskai. Et du coup, elle va être traumatisée par rapport à ça. Ce que je trouve, c'est du bon travail de personnage de la part de Kairi Sane pour rendre le match intéressant au moins. Et du coup, elle va monter sur la deuxième corde pour s'excuser auprès de Asuka. Et Yoskai va directement l'éliminer. Puis après, il y a Asuka en dehors du ring qui va la prendre par les cheveux parce qu'elle est énervée contre elle. Bref. Ça, j'ai bien aimé. Et du coup, par la suite, en fait, c'est l'arrivée de Brie Bella qui arrive aussi dans une énorme pop du public saoudien. Et ils vont commencer à faire les yes, 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 parce qu'ils savent que Brie Bella est mariée à Daniel Bryan. Bref. Et du coup, elle va s'associer avec Nikki Bella et Nikki Bella devient automatiquement face. Ok. Elles vont du coup éliminer Bayley et Lyra Valkyria, dont personne n'en avait à foutre. Et ce sera sur l'ovation du public saoudien. Mais du coup, ce qui va se passer par la suite, c'est que Lash Legend va prendre Nikki Bella, puis après va prendre Brie Bella, puis après va les éliminer eux deux par elle-même. Ce que j'ai trouvé bien, vu que ça la porterait comme dominante, et que ça va créer de la hit, vu que le public saoudien aimait les Bella. Puis après, en numéro 30, c'est... Non, c'est pas Bianca Belair, c'est Tiffany Stratton.
Donc Tiffany Stratton arrive en 30 pour faire le ménage. Bon, quand je dis faire le ménage, elle élimine juste... elle a éliminé qui encore? Ah ouais, Sol Ruka. Bon bref, on y revient d'ailleurs. Il y avait un moment où Chelsea Green essayait de faire ami-ami avec Rhea Ripley et Io Sky. Elle se fait envoyer par-dessus la troisième corde par Rhea Ripley. D'ailleurs, Lash Legend a éliminé Io Sky. Elle a aussi éliminé Charlotte Flair, qui était l'Iron Woman du match. Donc du coup, celle qui est restée la plus longtemps. Parce qu'elle est restée 59 minutes et 49 secondes. Ce qui fait presque 1 heure. Mais bref, Lash Legend, elle a le record d'élimination vu qu'elle arrive à éliminer 5 personnes. Et la seconde personne qui est dans le même stade, c'est Jordynne Grace. Puis après, c'est Rhea Ripley avec 3 éliminations. Rhea Ripley qui a éliminé Chelsea Green, comme je l'ai dit. Roxanne Perez, elle a éliminé. Et aussi Lash Legend. Mais Rhea Ripley va se faire éliminer par Raquel Rodriguez. Et de manière assez badass, hein, parce qu'elle va quand même faire une taille la bombe sur elle, directement sur la partie métallique du ring. Et elle va directement tomber dessus, puis après tomber sur l'extérieur du ring. Donc c'était assez impressionnant et assez badass, comme je l'ai dit. Puis après ça, Liv Morgan va en profiter pour éliminer Raquel Rodriguez. Ce qui est assez stupide en fait, vu que dans un côté, si Liv Morgan perd le match et que Raquel Rodriguez à Raw gagne son match de championnat, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais bref, du coup dans le ring, il reste que 3 personnes. Et ce qui va se passer, c'est que Sol Ruka va enchaîner son finisher sur Tiffany Stratton et Liv Morgan en même temps. Puis après, en essayant de prendre leurs 2 corps pour les envoyer par-dessus la troisième corde, elle tombe en même temps avec les 2. J'allais dire les 3. Et du coup, il y a une bagarre assez intéressante qui se passe dans la partie métallique du ring. Puis après, Sol Ruka, elle tente de faire son finisher sur Tiffany Stratton, mais Tiffany Stratton, elle la pousse. Et du coup, Sol Ruka, voilà, elle tombe et se fait éliminer. C'était une tentative assez insane hein, de vouloir faire son finisher dans la partie métallique. Hein. Et du coup, ça s'enchaîne directement avec Liv Morgan qui fait son finisher sur Tiffany Stratton et qui gagne le match. Bon, Liv Morgan, j'imagine que c'était un des meilleurs choix à prendre, mais ce n'est pas non plus un bon choix. Parce qu'en vrai, si tu voulais que Liv Morgan gagne au Royal Rumble, fallait même pas qu'elle revienne à SummerSlam. Pour qu'elle fasse littéralement rien du tout dans la division par équipe avec Roxanne Perez pendant 5 mois. Parce que ça, c'est vraiment d'évaluer quelqu'un. Hein. Fallait littéralement juste qu'elle ne revienne même pas avant Royal Rumble. Hein. Ça aurait été mieux. Mais bref, Liv Morgan gagne du coup ce Rumble 2026. Et elle va affronter sans doute Stephanie Vaquer, mais qui en a affaire? Bon, je pense pas qu'elle va affronter Stephanie Vaquer, je pense qu'elle va affronter Raquel. Hein. Parce que c'est une énième destruction du Judgment Day. Genre, qui en a à foutre à ce point-là? Hein. Mais voilà, du coup, le Rumble masculin. Et pour le Rumble masculin, c'est bien de noter que Adam Pearce, il a choisi de mettre Braun Breaker en numéro 2 pendant l'interpause, bref, où il n'y avait rien du tout qui se passait, il n'y avait que des pubs. Et du coup, le Rumble commence en numéro 1 avec Obafemi. Obafemi fait son entrée, puis après il y a Braun Breaker qui fait son entrée en numéro 2, accompagné de Paul Heyman. Et ce qui va se passer avant même qu'il monte dans le ring, c'est qu'il y a une figure masquée, je suis en mode... Oh putain, encore une fois, un gars masqué qui vient faire son arrivée pour littéralement gâcher un match. Ah, les gars, donc qu'est-ce qu'on a comme plan? Ah, j'ai la meilleure idée, les gars. Je propose un gars masqué qui vient dans le match et qui interrompt directement Braun Breaker et qui le coûte le match. Ça me semble une bonne idée. Attends, ça commence à être un peu stupide en fait d'avoir un gars masqué qui vient à chaque pay-per-view et qui coûte le match de quelqu'un. Qui je suis? Vous êtes Paul Lévesque. Oui, ça je sais. Mais quel est mon rôle? Vous êtes directeur créatif. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire que je suis par rapport à toi? Vous êtes mon supérieur. Ok, je pense que t'as bien compris. Donc toi et ton idée peuvent aller se faire voir. Bruce, on va prendre ton idée. T'es un gars masqué. Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Donc du coup, la figure masquée fait un stomp sur Braun Breaker, puis le remet dans le ring, puis après se barre dans le public. On est censé penser que c'est Seth Rollins. Il y a les commentateurs qui disent c'est peut-être quelqu'un d'autre. Bref, j'en ai marre de ça, hein, franchement. Donc Braun Breaker, il se remet à peine du stomp et commence à se réveiller. Il se remet droit, près des cordes. Et Obafemi l'élimine directement. Wow, ça fait paraître Obafemi vraiment comme quelqu'un de dominant. Hein. Puis après, Obafemi va enchaîner 4 autres éliminations. Il y a Solo Sikoa qui arrive. Obafemi l'élimine. Rey Mysterio, il arrive. Obafemi l'élimine.
C'est censé être un gros deal, mais bon, après, c'est Rey Mysterio quand même, hein. Rey Mysterio a beau être une légende, la différence de gabarit fait que c'est juste crédible que Obafemi l'élimine, quoi, sans problème. Donc du coup, par la suite, Rousseff, il arrive. Rousseff, à ce point-là, c'est juste une perte de temps, hein. Le gars, il aurait dû jamais revenir à la WWE. Après, qu'il reste à AEW, bon, ça aurait pas changé la moindre chose, hein, mais il reste 32 secondes dans le match, hein. Et il se fait éliminer directement par Obafemi, donc voilà, quoi. Puis après, il y a Zack Ryder qui fait son arrivée. Il reste 55 secondes dans le ring et il se fait directement éliminer par Obafemi. Tout ce que je viens de lister, à part Rey Mysterio, c'est juste des jobbers et des mid-carders, donc c'est rien d'impressionnant. Après, Damien Priest, il arrive et Obafemi n'arrive plus à éliminer la moindre personne par après. Parce que Damien Priest, bon, pour toute la merde que je dis, il est quand même présenté comme un upper mid-carder, vu que c'est un ancien champion du monde. Du coup, par la suite, en numéro 8, il y a Jevon Evans qui fait son arrivée. Et Jevon Evans, c'est aussi un des MVP du match, vu qu'il va rester le plus longtemps dans le ring, 40 minutes et 58 secondes. Par contre, Jevon Evans va faire pas la moindre élimination, hein. Ok. Puis après, en numéro 9, Mister Iguana. Là, j'ai limite envie de claquer un bronze à ce point-là. Je n'aime pas Mister Iguana. Il reste 2 minutes 5 dans le ring. Il y a un moment assez marrant où genre Damien Priest, il prend Mister Iguana, puis après il prend son lézard marionnette, et après il fait un double chokeslam sur les deux. Je peux dire ok, dans la fonction dans laquelle Mister Iguana a été utilisé. Donc du coup, essayer de divertir les gens dans un Royal Rumble match qui est très long. Je vais quand même dire que c'est acceptable. Puis après, par la suite, en numéro 10, Trick Williams fait son arrivée. Et Trick Williams se débarrasse de Mister Iguana, Dieu merci, hein. Puis après, en numéro 11, il y a Cody Rhodes qui arrive avec des réactions mixtes. Genre, il y a des gens qui bouent Cody Rhodes et d'autres qui chantent son thème d'entrée. Je suis en mode... les Saoudiens, il faut se décider, en fait, hein. Soit vous aimez pas Cody Rhodes, soit vous l'aimez bien, en fait. Et du coup, en numéro 12, il y a El Grande Americano, avec Ludwig Kaiser, hein, qui fait son entrée. Et du coup, voilà, il est accompagné des deux autres El Grande Americano. Mais ça mène à ce qu'en numéro 13, il y ait le retour de El Grande Americano original. Non, non, pas moi, juste Chad Gable en fait. C'est assez triste que Chad Gable revienne avec la position et la gimmick de El Grande Americano. Parce que, genre, quand tu voyais dans son statut Twitter, il était en train de se mettre à fond dans la gym pour être en excellente shape. Et genre, tu le mets en comédie jobber, quoi. Genre, c'est abusé, en fait. Du coup, ce qui se passe, c'est que Ludwig Kaiser, il se fait éliminer par Chad Gable. Et que Trick Williams en profite de tout ça pour aussi éliminer à son tour Chad Gable. Puis après, en numéro 14, il y a le début à la WWE de Powerhouse Hobbs. Puis non, en fait, c'est Royce Key. Pas fan du nom, hein. Et après, la musique d'entre eux, elle est un peu ridicule, hein. Mais bref, hein, c'est Death Rebel. Donc du coup, Royce Key, il arrive dans le ring et il commence à faire des face-off. Il fait un face-off avec Cody Rhodes, il l'explique du fait que... Oh, ils ont eu une histoire dans l'autre compagnie. Bref, c'est... Ça me rappelle la fois où genre Chris Jericho, il a vu un match contre Adam Cole à la AEW. Et genre, de manière aléatoire, Sabu, il était venu assister Adam Cole dans ce match. Et genre, c'était présenté en mode... Ah, Sabu et quelqu'un qui connaît Chris Jericho, ils ont une histoire. Bref, c'était aléatoire, hein. Roski, après, il élimine Damien Priest. Et on a à faire. Et puis après, par la suite, il y a juste une compilation de jobbers, en fait, qui arrive, en fait. Il y a Austin Theory, à ce point-là, qui en a à foutre. Bronson Reed, à ce point-là, qui en a à foutre. Parce que, genre, Braun Breaker, il était censé être dans le match. Parce qu'il devait l'aider à gagner le match. Et là, ils sont juste là sans direction, en fait. Ils peuvent gagner le Royal Rumble, mais personne n'y croit, donc voilà, quoi. Puis après, Ilja Dragunov, qui vient dans aucune réaction du public. La Parka, pas de WCW, mais la Parka moderne, je sais même pas c'est lequel il aime. Et en fait, quand je l'ai vu dans le ring, en fait, j'étais en mode... On dirait littéralement quelqu'un qui a acheté genre un costume Halloween, puis après l'a mis et il est rentré dans le ring comme ça. Bref, c'était une apparition assez aléatoire. Austin Theory l'a éliminé au bout de 4 minutes et 26 secondes, donc voilà quoi. Puis après, il y a d'autres jobbers, Dragon Lee, qui se fait éliminer par Bronson Reed au bout de 3 minutes, qui en a à faire. Et enfin, à partir du 20, les choses commencent à être un peu plus intéressantes. Logan Paul arrive. Logan Paul est du coup présenté comme le deuxième gars le plus important dans The Vision après Braun Breaker. Donc on va se dire, ok, ça peut être intéressant. Donc du coup, tous les membres de The Vision sont à 3 dans le ring.
Bon, si tu ne comptes pas Braun Breaker, hein. Et en numéro 21, LA Knight fait son retour. Et à ce moment-là, j'étais en mode, oh, là, je suis excité, là. LA Knight procède à tabasser tous les membres de The Vision. Il y a Austin Theory qui court vers lui, il fait un backdrop et le jette par-dessus la troisième corde comme un jobber. Après, il BFT Bronson Reed, il le jette par-dessus la troisième corde. Bref, il est en train de faire le ménage. Et Logan Paul, il est encore là parce qu'il est présenté comme le deuxième gars le plus important de The Vision. À ce moment-là, c'est littéralement le gars le plus important de The Vision, vu comment Braun Breaker il s'est fait traiter dans ce match. Hein. Donc voilà quoi. Puis après, en numéro 22, Brock Lesnar, qui vient avec Paul Heyman. Puis après, il monte dans le ring et il commence à faire le ménage. Genre, c'était presque totalement incroyable en fait. La manière dont il est venu, il a littéralement juste imposé ses standards en fait. Genre, il y a Ilja Dragunov qui a essayé de faire ses trucs à la con là, ses chops comme ça où il prétend être ce gars de UFC en fait. Brock Lesnar vendait aucune des chops à la con d'Ilja Dragunov. Puis après, il a pris Ilja Dragunov. Après, il a balancé par-dessus la troisième corde comme le jobber qu'il est. Puis après, par la suite, il y a Rey Fenix qui est venu quand il était en train de face-off avec Obafemi. Puis après, Rey Fenix, il a essayé de se jeter sur Brock Lesnar. Brock Lesnar l'a pris. Et après, il a jeté comme un tas de merde sur Obafemi. Et Obafemi, il a essayé d'esquiver, quoi. Puis après, Brock Lesnar, bien sûr, il a éliminé Rey Fenix, hein, jobber. Et il a aussi passé à tabac Javon Evans. Et dans la confrontation qu'il a eue contre Obafemi, limite, c'était juste les standards qui étaient appliqués aussi à Obafemi, en fait. Brock Lesnar, à aucun moment, prenait au sérieux Obafemi, en fait. Il était juste en train de l'humilier, en fait. Obafemi essayait de le faire une clothesline, Brock Lesnar, il a esquivé, et après, il commence à le dire, allez, viens. Et Brock Lesnar, il le German suplex comme un tas de merde. Il y a juste un moment où Obafemi, il a fait une clothesline sur Brock Lesnar, mais c'est littéralement la seule action qu'il a fait sur Brock Lesnar de l'entièreté de leur confrontation. Et par la suite, direct, Brock Lesnar, il élimine Obafemi parce que, bon, les standards sont que Brock Lesnar est supérieur à Obafemi. Et c'est juste des faits, en fait. Ça n'enlève pas du fait que Obafemi a quand même été présenté comme dominant dans le match, mais il y a des limites, hein. Il y a clairement des limites, hein. D'ailleurs, The Miz, il est venu pendant le moment où Brock Lesnar et Obafemi étaient en train de se confronter, et je me suis dit, en fait, pourquoi pas avoir mis Kit Wilson à la place de The Miz dans cette position? D'ailleurs, où il était Kit Wilson? Pourquoi il était pas dans le Royal Rumble? Ça fait aucun sens en fait. Ça aurait été parfait dans le moment vu que Kit Wilson il serait opposé face à Brock Lesnar et Obafemi en les appelant des gars toxiques. Après Brock Lesnar et Obafemi commencent à, je sais pas, l'éliminer à deux ou genre le passer à tabac. Je sais pas, ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui rend le Rumble divertissant quoi. Mais non, à la place, ils vont préférer mettre Rey Fenix, Penta, Alparca, Dragon Lee, qui sont littéralement interchangeables. C'est des hispaniques qui sont masqués et qui font juste des prises aériennes. Super! 4 catcheurs qui font la même fonction sans la moindre personnalité. Donc bref. Puis après, il y a Jey Uso qui fait son entrée en numéro 25. Et pendant son entrée, en fait, il y a littéralement Brock Lesnar qui se fait éliminer de manière totalement anecdotique par Cody Rhodes et LA Knight. Il se fait éliminer pendant l'entrée de Jey Uso. Oh là là, Brock Lesnar, il voulait juste prendre son chèque. Hein. Faire le minimum et juste prendre son chèque. Hein. Et du coup, Jey Uso, il monte dans le ring. Puis après, Roman Reigns, il vient par la suite en numéro 26. Roman Reigns dit à Jey Uso de mettre sa musique, comme ça ils s'ambiancent et ils font des hits partout. Jey Uso, du coup, il lance sa musique et Roman Reigns, directement, il le claque. Dieu merci, on n'a pas envie d'entendre et de revoir ça. Et par la suite, en numéro 27, il y a Jacob Fatu qui fait son entrée. Jacob Fatu, du coup, il va confronter Cody Rhodes. Il y a un moment où Cody Rhodes, il élimine LA Knight de manière anecdotique. Limite, Cody Rhodes, il avait l'air d'être triste en faisant ça. En numéro 28, il y a Penta qui fait son arrivée. Il y en a à foutre. En numéro 29, il y a Randy Orton qui fait son arrivée dans une grosse pop du public saoudien. Hein. Randy Orton, bon, il a beau être dans le pire run de sa carrière, il a beau avoir zéro chance de gagner le Rumble, il reste quand même une méga star, hein, comparé à toutes les personnes dans le ring. Hein. Il y a littéralement juste Roman Reigns qui est comparable, hein, en termes de palmarès et tout ça, quoi. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que arrive le numéro 30, et en numéro 30, je suis un peu paniqué, parce que je me dis, soit c'est Sami Zayn, soit c'est Gunther. Et je suis à me dire, oh putain, si c'est l'un ou l'autre, je sens que ça va être mauvais dans tous les cas, en fait. Si c'est Sami Zayn en 30, il gagne 100% le Royal Rumble. Si c'est Gunther qui est en 30, il y a toujours des chances qu'il gagne le Royal Rumble, mais elles sont beaucoup plus minimes. Et du coup, c'est Gunther qui vient en 30.
Et Gunther, il va procéder à éliminer Penta et un peu tabasser tout le monde. Et aussi, il est un peu blessé par rapport au match qu'il a eu contre AJ Styles, où AJ Styles a essayé littéralement de le casser le pied, donc voilà, quand il titube en arrivant dans le ring. D'ailleurs, Obafemi n'est pas le recordman d'élimination dans le Royal Rumble, parce que Roman Reigns fait exactement le même nombre d'éliminations, qui est donc 5 personnes. Il y a un moment d'ailleurs où Cody Rhodes se fait éliminer par l'intervention de Drew McIntyre, où McIntyre claymore Cody Rhodes quand il essaye de se remettre dans le ring à l'aide des cordes. Et du coup, après, il reste que 4 personnes. On a le Final Four du Royal Rumble. Logan Paul, Roman Reigns, Gunther et Randy Orton. Logan Paul se fait éliminer par Roman Reigns en essayant de tenter une buckshot lariat qui se fait contrer par une Superman Punch de Roman Reigns et il se fait envoyer par-dessus la troisième corde. Puis après, par la suite, Randy Orton il RKO Roman Reigns et Gunther en profite pour directement jeter Randy Orton par-dessus la troisième corde. Après, ce suit un moment où Gunther essaye d'endormir Roman Reigns. C'était vraiment chiant en fait. Parce que limite, j'allais vraiment m'endormir en regardant ça. Et Roman Reigns, du coup, il cède de la protection du ring pour claquer la face de Gunther sur la protection en s'abaissant. Parce qu'il essayait de garder sa slipper en fait, Roman Reigns. Et puis après, Roman Reigns, il enchaîne sa spear et il jette Gunther par-dessus la troisième corde pour gagner le Rumble 2026. Pour la seconde fois. Roman Reigns gagne du coup le Royal Rumble. Et l'idée, je pense, est très claire. Ils vont faire Roman Reigns contre Cody Rhodes pour la troisième fois à WrestleMania. Avec Cody Rhodes qui est cette fois-ci heel et Roman Reigns qui est face. Le problème, c'est que logiquement, j'en ai rien à faire de Roman Reigns en fait. Parce que le gars, il a eu l'une des pires années de sa carrière en 2025. Genre 7 matchs en une année avec 4 défaites au total, c'est juste absurde en fait. C'est littéralement inacceptable. Genre imagine Stone Cold avoir ça en l'an 2000 en fait. Et genre en 2001, il gagne quand même le Rumble. Ce serait absurde en fait. Et limite, je serais prêt à parier que Stone Cold en l'an 2000, malgré le fait qu'il a eu une opération sur la nuque, il a quand même eu plus de matchs que Roman Reigns à la télé. Bref. Roman Reigns, il n'y avait pas d'autre choix, bien sûr. Hein. C'est le choix un peu logique et le choix totalement flemmard par la même occasion. C'est le choix qui va apporter le plus d'argent, mais c'est pas le choix qui va aider sur le long terme. Ce Rumble, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai détesté, je peux même dire. Et il est un exemple réel que la WWE n'arrive plus à créer de nouvelles stars. Et du coup, c'est tout ce que ZOG avait à dire. ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.